Le long du fleuve de la Gironde, s'offrant au plus vaste estuaire d'Europe, un territoire semble être né pour cultiver la vigne. Avec sa géométrie parfaite, le vignoble bordelais produit les vins les plus chers et les plus diffusés au monde. Symbole d'élégance et de raffinement absolu, ces milliers de châteaux sont la vitrine de ces célèbres grands crus classés depuis plus de 3 siècles. Bordeaux est le vignoble de tous les superlatifs. Et pourtant, le vin a trouvé ici une terre d'élection des plus improbables. Un climat humide et l'omniprésence de l'eau auraient pu compromettre sa culture. Heureusement, l'homme a cultivé au fil du temps un savoir-faire qui lui a permis de contourner les contraintes de la nature. C'est très très fruité. En une semaine, on a pris là, c'est impressionnant. Alors, les pépins sont déjà bien mûrs. Bon, bah, si elles sont toutes comme ça va être terrible. Terriblement bon. Comme tous les matins, le propriétaire du château Laujac, René-Philippe Dubosc, et son maître de chai Vincent Bonneau inspectent leurs C'est vignes. déjà très mûr. Hein. Ça, si on voulait, on pourrait ramasser demain, mais On pourrait ramasser demain, mais ça sera encore mieux la semaine prochaine. Mais très très sain, donc on peut attendre pour moi au moins 10 jours. les pépins sont totalement marrons. Ouais, on va voir. Ça va être splendide. On peut faire des très très bons cabernets. Un millésime 2016, fantastique. Allez, 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 allez. Lorsque René-Philippe n'est pas dans ses vignes, il rejoint ses blondes, Limousine. Allez les filles, allez. Les 400 hectares de Laujac ne produisent pas que du vin. Situé au nord du Médoc, à 5 km à peine de l'estuaire et de l'océan Atlantique, la propriété, imprégnée d'eau à son origine, a subi quelques aménagements pour s'adapter à la vigne. On est dans une zone mixte ici avec les premières buttes de graves entourées donc de ces prairies. Donc pour pouvoir planter cette vigne, il a fallu retirer l'eau quelque part, organiser le drainage. Il a fallu que cette eau s'écoule. Et pour que ces prairies également soient utilisables, il a fallu les drainer. Donc tout ce système a été mis en place au XVIIe, XVIIIe par les Hollandais. Donc si on prend l'exemple de Laujac, vous avez ici une ragane qui suffit à drainer un champ qui va se jeter au bout dans un fossé. Ce fossé, alors lui-même, se jeter dans un canal qui lui fait 6-7 mètres de large. Et si on n'entretenait pas tous ces canaux, sur les 430 hectares de Laujac, très vite tout ça se boiserait et deviendrait un marécage plein de moustiques, comme avant le 19e siècle. Toutes les vignes sont drainées soit naturellement par la pente, soit artificiellement. Quand on a précédemment la plantation, on met en place des drains, on creuse des tranchées, on met en place des drains pour collecter ces eaux qui par la suite iront au fossé pour aller jusqu'à l'estuaire. En latin, Médoc veut dire « terre au milieu de l'eau ». Pendant des siècles, cette région trop humide, délimitée par l'océan Atlantique à l'ouest, la Gironde à l'est et la pointe de Grave au nord, reste en friche. C'est pourtant ici que le vignoble bordelais va gagner ses lettres de noblesse, grâce au roi Henri IV. Spécialiste de l'histoire de l'estuaire, Jean-Marie Calbet ne connaît pas de meilleur point de vue que le sommet du phare de Richard pour expliquer comment l'homme a gagné sur la mer au XVIIe siècle. Le roi, qui avait des gros problèmes ici de pollution, enfin d'insalubrité, parce que les marais étaient très insalubres. Et donc le roi s'est renseigné et il a appris que les Hollandais étaient passés maîtres dans l'art d'assainir les terrains pour les récupérer, en fait, dans le nord du plein pays. Et donc il a fait appel aux Hollandais en leur disant, voilà, messieurs, vous venez, vous récupérez des terres sur l'estuaire, toutes les terres que vous récupérez, elles sont à vous. En fait, c'était des terres qui n'existaient pas. Donc ça coûtait rien au roi de les offrir à ceux qui les récupéraient. Et le terrain ainsi gagné sur le fleuve, c'est du polder. Donc on a vraiment la terre idéale pour faire de la culture. Et après, on s'est rendu compte que c'était aussi une terre qui pouvait être excellente pour faire de la vigne. C'est ainsi que les grandes familles hollandaises et danoises s'implantent dans le Médoc pour y faire fortune.
Elles vont se transmettre les propriétés de génération en génération. Philippa, active un peu. Vanessa Dubosc incarne la 6e lignée des Cruz, des négociants danois arrivés à Lojac au XIXe siècle. Ses ancêtres ont embelli et agrandi ce château représentatif des châteaux du Médoc. Le vrai trésor, oui, d'architecture, c'est ce salon à la bordelaise qui est vraiment le salon bourgeois de ces demeures viticoles bordelaises où on reçoit et à la fois sa famille et ses clients. Toujours pour montrer le faste de ces maisons de négoce. Alors c'est Henri Cruz qui l'a voulu, mon arrière-grand-père qui est là, qui portait haut le flambeau de la famille. Il habitait sur le pavé des Chartrons, à Bordeaux, et où les grands négociants, les familles protestantes, avaient leur hôtel particulier. Les Cruz vont en 1847, c'est Hermann Cruz, le premier à Bordeaux, qui va spéculer grâce à l'argent de sa femme sur les vins de 1847. Donc il les achète au mois de juin sur pied. Il se trouve que la récolte est magnifique, qu'elle est délicieuse. Et donc ces vins vont faire sa fortune et il va même faire les premières mises en bouteille au château. Avec ses grands amateurs de vin qui excellent dans le commerce, Bordeaux s'exporte davantage, notamment vers l'Angleterre qui détient la ville depuis le Moyen-Âge. Les Anglais raffolent alors du French Claret, un vin coupé à l'eau. Les tonneaux voyagent par les fleuves qui offrent des voies navigables de premier choix. Des gabarres surchargés remontent ainsi la Gironde, puis la Garonne jusqu'à la ville. Malgré la guerre de 100 ans qui oppose la France à l'Angleterre, Bordeaux renoue avec la prospérité dès le XVIIIe siècle. Le port de la Lune devient le premier port français. La ville, qui s'enrichit à nouveau, notamment grâce au commerce du vin, s'offre le plus vaste ensemble architectural de toute l'Europe. Un quartier va naître grâce à ces négociants venus du Nord. Isabelle Beccia aime raconter aux visiteurs du musée des Beaux-Arts l'histoire des quais avec la toile du peintre bordelais Pierre Lacour. Ce tableau est une photographie des quais des Chartrons il y a 300 ans. Pierre Lacour représente les habitants de Bordeaux. D'ailleurs, on venait chartronner, on venait se promener au Chartron et on y voit d'ailleurs toutes les classes sociales représentées. Pour Lacour, il y a l'idée de représenter de manière extrêmement réaliste, avec une multitude de détails, le travail des hommes et des femmes au bord de la Garonne. On voit toute l'activité liée au commerce, mais surtout au vin, avec les gabarres, ces bateaux bien sûr très larges qui pouvaient transporter les marchandises, le bois, la pierre et surtout les tonneaux de vin. Et il y a vraiment l'idée que le commerce lié au vin et que le commerce maritime international va pouvoir apporter toute la richesse à la ville et va lui permettre de redémarrer. Les façades sont organisées en fonction justement du vin. On voit au rez-de-chaussée les vitrines, ce qui était bien sûr la partie commerciale, et puis à l'arrière les entrepôts, les chais, où on s'occupait bien sûr du vin. Il y a vraiment une hiérarchie sociale dans le bâtiment, avec le rez-de-chaussée qui est lié au monde du vin, l'étage noble avec les balcons, et ensuite aux étages, les pièces réservées aux domestiques. Aujourd'hui, le fameux quartier des Chartrons a gardé son apparence d'il y a 300 ans. Ou presque. Plus personne n'entrepose de vin dans ces chais. Mais le curieux qui s'arrête dans cette ancienne maison de négociants trouve au fond de ces longs couloirs quelques marques que le temps n'a pas effacées. Des empreintes de tonneaux ont creusé la pierre, témoignage muet d'une époque révolue. En remontant les quais des Chartrons par la Garonne, la ville se métamorphose.
Le bâtiment aux lignes futuristes de la Cité du Vin évoque, selon les humeurs, le vin qui tourne dans un verre ou la forme d'une carafe à décanter. Laurence Chénaud-Dupin a contribué à imaginer ce lieu unique. Tout un symbole pour Bordeaux avec ses 23 bouteilles vendues chaque seconde dans le monde. La particularité de ce lieu, qui se situe bien à Bordeaux, c'est de parler de la grande histoire universelle du vin. Et c'est une manière d'aborder le sujet des civilisations du vin qui, en tant que bâtiment à visiter, n'existe nulle part ailleurs dans le monde à ce jour. L'histoire des vignobles et des villes du vin est souvent liée à l'histoire des fleuves et des mers, parce que le vin a toujours été un produit qu'on a commercialisé depuis l'origine. En réalité, c'est un produit qui a vraiment servi de lien entre les hommes et qui est toujours parti, parce que c'est un produit précieux et qui a un statut tout à fait particulier. Et donc, effectivement, le fleuve Garonne qui débouche sur l'estuaire et sur l'Atlantique, et puis aussi le quartier des Chartrons qui est juste voisin de la Cité du Vin, sont des lieux emblématiques de cette grande histoire du vin. Et puis c'est aussi des lieux dans la ville aujourd'hui, dans la ville de Bordeaux, vivants, et qu'aujourd'hui ça paraît tout à fait légitime et cohérent que ce lieu qui rend hommage à l'ensemble de ces cultures et civilisations du vin se situe à Bordeaux. À Laujac, les vendanges ont commencé. Le château est en pleine effervescence. Pendant que ses équipes s'activent, René Philippe a rendez-vous avec un spécialiste des sols car il veut planter de nouvelles vignes, là où venaient paître ses vaches. Le pédologue Pierre Béchler lit dans les terres du Médoc mieux que personne. Avec ça, j'espère que vous pourrez nous donner une bonne idée de ce qu'il faut qu'on fasse. Vas-y Pierre, après toi. Allez, ça marche. Ça peut lésigner sur la profondeur. Hein. On a creusé ça à 2,50 m, j'espère que ça vous va. Ah ben c'est parfait. Alors, l'idée générale, si tu veux, pour pouvoir définir avec quelques précisions que ce soit le choix judicieux sur le matériel végétal, aussi bien le cépage mais aussi le porte-greffe, c'est de regarder ce que chacun de ces horizons représente comme ressource hydrique. D'accord. On a localement des endroits comme ici. Voilà. Oui. Là, c'est entièrement de l'argile. Voilà. Là, on a par endroits des accumulations d'argile. C'est carrément un bloc d'argile. D'accord. C'est carrément un bloc d'argile. Il n'y a pas un caillou, pas de sable. Voilà. Et puis là, on va faire quelque chose qui surprend les gens, mais si tu veux, tu croques. On peut mâchouiller. D'accord. Tu te rends compte qu'il n'y a pratiquement pas de sable dedans. Il n'y a pas de sable dedans, non. D'accord. Voilà, c'est à 70 ou 80%, c'est de l'argile. Les argiles sont capables de stocker beaucoup d'eau, mais en restituent finalement très peu à la vigne. En quelque sorte, si tu veux, la vigne a beau avoir à sa disposition une piscine olympique, elle se nourrit, enfin elle s'alimente en eau avec une petite cuillère. D'accord. Donc elle n'est pas prête de vider la piscine. Oui. Mais qui va permettre à la vigne d'avoir un cycle d'alimentation très régulier et donc très long. D'accord. Avec pas de blocage en alimentation en eau. Ni stress, ni même excès d'eau général, quoi. Donc on est, les analyses le confirmeront, on est dans le cas de figure où, à mon sens, il faut planter du Cabernet Sauvignon. D'accord, ok. Hein, bon, on n'est pas dans le Médoc, pour rien. Non, c'est le pays du Cabernet Sauvignon ici, donc. Voilà. On va confirmer ça après prélèvement et analyse, mais c'est le scénario le plus probable. C'est donc du Cabernet Sauvignon qui poussera à cet endroit au printemps prochain. Il faudra attendre une petite quinzaine d'années au moins pour que la vigne exprime au mieux son caractère.
40 km au sud de Lojac, un homme attend le lever du soleil avec impatience. Au pays du Sauterne se dessine un relief plus contrasté. Cette région est une des rares au monde à produire du vin à partir de raisins confits. Un vin emblématique de Bordeaux. L'eau est encore une fois à l'origine de son succès. Parti des Pyrénées, le Ciron, petite rivière affluente de la Garonne, termine sa course ici, après un voyage à l'ombre des pins des Landes, où il a refroidi. La rencontre de la rivière avec le fleuve plus chaud crée une brume matinale qui dépose de fines gouttelettes d'eau sur la vigne et provoque une pourriture dite noble sur le raisin. Tous les matins d'automne, depuis plus de 30 ans, Xavier Perroma attend la brume pour produire son vin de Séronce. 30 années que l'enfant du pays observe ce phénomène particulier de maturation. Tous les jours, je viens dans les parcelles observer l'évolution du raisin et cette fameuse pourriture noble qui va concentrer les graines de raisin. Et un raisin comme celui-ci, là, il est parfait. Le botrytis, peu à peu, s'est installé là depuis quelques semaines. Ce que Xavier Perroma appelle le botrytis, c'est un champignon qui se nourrit des gouttelettes d'eau déposées sur le raisin. Sans ce phénomène de brume matinale, il n'y aurait pas cette transformation si bénéfique au goût. C'est un champignon qui s'installe, que l'on voit sur la pellicule et qui perfore la peau, qui se nourrit de l'eau et qui enrichit, qui multiplie par 2 la quantité de sucre que contient cette grappe de raisin et qui va donner un merveilleux vin de Séronce. Très aromatique, très concentré. L'apparition du botrytis est le fruit d'un fragile équilibre entre fraîcheur et chaleur, humidité et sécheresse. Mais cette année ne ressemble à aucune autre. Xavier entame le mois d'octobre sans pouvoir vendanger. Il fait chaud, on a un été exceptionnel et on vendange tard. Le botrytis arrive avec retard, donc je cherche à comprendre. Voilà, première tri, le 28 septembre. Là, je regarde la comparaison des dates entre l'année 2016 en comparaison des années chaudes antérieures dans tous ces notes de cahiers de vendange et de voir que dans les années chaudes comme 2003, on avait commencé le 12 septembre. L'année 96, qui est également une année chaude, on a commencé le 16 septembre. Et là, nous sommes le 7 octobre et j'observe simplement toute la fragilité de ce phénomène de champignons qui doit se développer avec un petit peu d'humidité sur les raisins. Le premier acte de vinification, il commence dans la vigne, dans la qualité des raisins, dans le choix de la date de ramassage, d'où cet intérêt des dates de vendange et de l'optimum pour obtenir le meilleur de ce que la nature nous donne, mais c'est l'homme qui doit faire des choix. On sait quand on commence les vendanges, mais on ne sait pas quand on les termine. Ces châteaux du Bordelais qui produisent du vin sont aussi des patrimoines à visiter. Et pour bon nombre de viticulteurs, ce sens du partage renforce l'attachement des visiteurs pour le vin du domaine. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Les propriétaires inaugurent les premières vendanges avec des amis. Tout le monde est là, avec ceux qui sont là-bas. Alors vous suivez ma voiture et on va sur le chantier.
Mettez-vous en position de travail et je viens vous voir. Ah oui, moi j'aurais bien L'exercice se révèle un peu plus compliqué que prévu pour ces apprentis vendangeurs. Reconnaître la pourriture noble est un savoir-faire complexe. Faut sentir. Ouais, moi je trouve ça sent Tu sens, ça sent bon, c'est parfait. Très bien. Je sens rien. Oui. Ça c'est bon. Oui, ça c'est bien, c'est parfait. Et là, pour le moment, on en est où? Pour moi, c'est pas assez pourri celle-là. Mais de toute façon, tu l'as coupée, donc maintenant tu. C'est trop tard. Hein. Ici, voilà, là c'est compacté, c'est pas bon. Ouais. David et Dominique, aidez-moi parce qu'ils m'appellent. Je voudrais savoir si ça, c'est bon ou pas. Parce que ça sent pas mauvais. Non, mais est-ce que non, mais il y a pas assez de botrytis. Vous regardez juste une seconde au-dessus des vignes. Voilà l'absolu qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ces moisissures qui se sont développées parce qu'il y a eu une petite pluie, que le botrytis a moisi. Tout est compacté, accroché, et quand vous ouvrez, là, donc ça, par terre. Ça me fait mal au cœur d'en laisser. Mais on aime ça aussi. Voilà. Et donc là, on y est. Et alors là, normalement, C'est magnifique. Hein. ça c'est joli. Là, il y a des vrais grains très très moches. Bien botrytisés, très concentrés. Donc il ne reste pratiquement plus de jus à l'intérieur. Ouais, dis donc. Dis donc. Il y a du métier là. Ouais, ah oui. C'est vrai que ça fume. C'est la première trie, mais d'autres vont suivre tout au long de l'automne au rythme des apparitions de la brume. Laujac au petit matin. Une montgolfière s'élève dans le ciel du Médoc. René Philippe profite d'une occasion unique pour prendre un peu de hauteur sur ce paysage d'eau et de vignes. De ce Médoc insalubre du XVIIe siècle, on a aujourd'hui deux grandes cultures. On a donc cette forêt de pins immense qui longe l'océan. Et de l'autre côté, du côté de la rivière, ce vignoble. Donc l'eau est très présente parce que l'estuaire fait une courbe ici. L'eau revient vers Bordeaux. Donc on a vraiment... et l'océan est toujours aussi près à droite. On est vraiment encerclé par ces masses d'eau, on le voit très bien. Et c'est grâce à ces deux énormes masses d'eau qu'on a vraiment un climat particulier qui nous permet de cultiver la vigne de façon optimale. Et voilà, c'est grâce à tout ça, sans parler du terroir et des mouvements de la rivière au fil des siècles et des millénaires qui ont fait qu'on a des dépôts de graves un peu partout autour qui permettent de faire un petit peu souffrir la vigne pour faire du bon vin. Ah non, c'est absolument splendide et on aimerait faire ça tous les matins. J'ai de la chance. Vignoble de tous les paradoxes, Bordeaux aujourd'hui doit faire face à de nouveaux défis. Le réchauffement climatique en est un. L'allongement du cycle de la vigne remet en cause la capacité de garde de ces vins, dont la teneur en alcool atteint des sommets dans les années les plus chaudes. Mais Bordeaux et ses viticulteurs se préparent à cette transition pour s'adapter une nouvelle fois à une nature rétive, comme ils l'ont toujours fait.